Ravi de vous retrouver. Cette chaîne existe grâce à votre soutien. Abonnez-vous, mettez un like, et partagez vos pensées dans les commentaires. Maintenant, passons à l'histoire. Ma femme m'a quitté un mercredi soir à la mi-septembre, et honnêtement, c'était la meilleure décision financière que l'un de nous ait jamais prise. Elle se tenait là, dans le salon de notre appartement près du Lake of the East, 2 valises déjà prêtes, maquillées comme si elle se rendait à une séance photo. Je suis rentré de mon travail d'analyste principal des risques dans une compagnie d'assurance du centre-ville, j'ai posé ma mallette près de la porte et j'ai tout de suite su ce qui se passait. L'appartement était trop silencieux. D'habitude, elle avait la télé allumée ou était au téléphone avec l'une de ses amies, à discuter des derniers potins relationnels de quelqu'un ou à planifier un autre brunch coûteux. Mais ce soir-là, le silence. Juste elle, debout près du canapé, les mains jointes devant elle. Ses valises positionnées parfaitement, comme si elle avait mis en scène toute la situation. « Je dois te parler de quelque chose d'important », a dit Jessica. Sa voix avait ce faux calme que les gens utilisent quand ils ont répété quelque chose de difficile. Les valises avaient un peu vendu la mèche. J'ai desserré ma cravate, je suis passé devant elle pour aller à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, puis je suis revenu m'asseoir sur le canapé. « Depuis combien de temps est-ce que tu prépares ça ?» Elle a cligné des yeux, décontenancée par mon manque de surprise. « J'y pense depuis un moment. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Depuis combien de temps prévois-tu de partir, précisément aujourd'hui ?»« Environ une semaine, » a-t-elle admis. « Une semaine. » Elle avait dormi à côté de moi, mangé avec moi, fait semblant tout en ayant déjà un pied dehors. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu. Elle s'est lancée dans ce qui ressemblait à un discours répété. Quelque chose sur le fait de se sentir piégé dans notre routine, d'avoir besoin d'excitation et d'aventure, de vouloir quelqu'un qui prend réellement des risques dans la vie au lieu de toujours jouer la sécurité. « Tu es trop prudent, Brian », a-t-elle dit. Comme si c'était un défaut de caractère qu'elle tolérait depuis des années. « Tu calcules toujours les risques, tu planifies tout, tu vérifies les prix avant qu'on aille quelque part. J'ai besoin de quelqu'un qui vit l'instant présent, qui n'a pas peur de simplement faire les choses. » Donc, tu as déjà rencontré quelqu'un. Ce n'était pas une question. Son visage est devenu rouge. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. C'est à propos de nous, de ce dont j'ai besoin pour être heureuse. C'est ça, oui. C'est pour ça que tu as fait tes valises et que tu es prête à partir un mercredi soir, maquillée et parfaitement coiffée. Je me suis adossé au canapé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Depuis combien de temps tu le vois? Elle a hésité, calculant mentalement si mentir aggraverait la situation. 2 mois, a-t-elle finalement admis. Il s'appelle Liam. C'est un entrepreneur. Il prend des risques, lance des entreprises, il a de vrais rêves. Il me fait me sentir vivante. 2 mois. J'ai posé mon verre d'eau sur la table basse. Alors, laisse-moi récapituler la chronologie. Tu me trompes depuis 2 mois, tu prépares cette sortie depuis une semaine, et maintenant tu me fais ce discours sur ton besoin de quelqu'un de plus excitant. J'ai bien compris. Ce n'est pas de la tromperie. Nous n'avons rien fait de physique. On a juste parlé, appris à se connaître. J'ai failli en rire. Jess, tu es émotionnellement impliqué avec un autre homme depuis 2 mois, et tu me quittes pour lui ce soir. La sémantique n'a pas vraiment d'importance à ce stade. Je me suis levé, je suis allé au tiroir de mon bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai ouvert sur la table de la salle à manger. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai ouvert le tableur que je tenais à jour depuis 1 an. Une ventilation détaillée de nos dépenses mensuelles, codée par couleur. Rouge pour ses dépenses, bleu pour les miennes, vert pour les dépenses communes. Le rouge dominait le graphique. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, s'approchant malgré elle. « Notre réalité financière. » J'ai tourné l'écran vers elle. Tes cours de fitness dans cette salle branchée d'Uptown pour $100 par mois. Tu y vas 2 fois par semaine depuis 6 mois. Avant ça, c'était le yoga. Et avant ça, c'était ce studio de cyclisme qui a fermé. Elle a croisé les bras. L'exercice est important. Je suis d'accord. La salle de sport de l'immeuble, incluse dans notre loyer, ferait très bien l'affaire. Mais continuons. J'ai fait défiler la page. Les brunchs du week-end avec tes amis.
En moyenne 400 $ par mois. Tu y vas 2 fois par mois. Tu dépenses environ 50 $ à chaque fois en nourriture et boissons. Et bizarrement, ça se transforme toujours en séance de shopping après, ce qui n'est même pas encore dans cette catégorie. J'ai le droit d'avoir des amis, Brian. Absolument. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit. Je te montre le coup. J'ai cliqué sur la catégorie suivante. La thérapie par le shopping, comme tu l'appelles. 1200 $ par mois en moyenne. Certains mois c'est 800, d'autres 1500. Vêtements, chaussures, accessoires, objets de décoration que nous utilisons une fois puis que nous donnons. Cela n'inclut même pas les achats en ligne, que j'ai suivis séparément. Son visage devenait de plus en plus rouge. Tu suis mes dépenses. Je suis toutes nos dépenses. Ça s'appelle faire un budget. La plupart des adultes le font. J'ai ouvert un autre onglet. Les box par abonnement. 3. 80 $ par mois au total. Tu les ouvres, tu regardes le contenu, et la plupart restent dans le placard. Les services de streaming, nous en avons 5. J'en utilise 2. Tu as insisté pour les 3 autres. Les cafés à emporter, environ 140 $ par mois au lieu de faire le café à la maison. Oh mon Dieu, tu as vraiment calculé mes cafés. Je calcule tout. C'est littéralement mon travail. J'ai affiché une page de résumé. Total des dépenses mensuelles attribuées à tes choix de style de vie, 2200 $. Cela ne comprend pas le loyer partagé, les charges ou les courses. C'est juste tes dépenses discrétionnaires pour des choses dont nous pourrions facilement nous passer ou faire moins cher. Elle a fixé l'écran, puis moi. Tu as fait un tableur pour prouver que je coûte cher. Non, j'ai fait un tableur parce que je suis analyste des risques et que je gère notre budget. Mais maintenant que tu pars, j'ai fait les calculs pour voir à quoi ressemblerait mon avenir. J'ai ouvert un nouvel onglet montrant des projections. Sans tes habitudes de dépenses, je me retrouve avec 2200 $ de plus par mois en revenus disponibles. C'est 26 400 $ par an. J'ai cliqué sur le calcul suivant. Notre pénalité de résiliation de bail est de 1800 $ si je donne mon préavis et que je déménage avant le renouvellement. Donc, en gros, ton départ est rentabilisé en 3 semaines. Au 2e mois, j'ai plus de 4000 $ d'avance. Au 6e mois, j'aurais économisé plus que ce que j'économisais en 2 ans de mariage. Elle me fixait, son discours préparé complètement déraillé. Tu as fait un tableur sur l'argent que tu économiserais en divorçant. J'ai fait un tableur de nos dépenses, que je tiens à jour toute l'année. Le calcul du divorce a pris environ 5 minutes une fois que tu as dit que tu partais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Voici ce qui va se passer. J'appelle notre propriétaire ce soir. Je résilie le bail, je paie la pénalité, je trouve un nouvel endroit. Tu prends ce qui est à toi, je m'occupe du reste. On peut déposer les papiers lundi. Tu ne vas même pas te battre pour nous. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai vraiment ri. Pas un rire méchant, juste une surprise sincère. Me battre pour quoi, exactement? Pour quelqu'un qui prépare son départ depuis une semaine et qui voit un autre homme depuis 2 mois. Quelqu'un qui vient de me faire un discours sur le fait que je suis trop ennuyeux pour être aimé? Ce serait assez pathétique et ça prouverait que tu as raison, tu ne crois pas? Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à ce que je la supplie. Elle s'attendait à une sorte de discours dramatique sur le fait de régler les choses, d'aller en thérapie, de se battre pour notre mariage. Elle avait probablement répété ses réponses à tous ces scénarios. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était un homme avec un tableur, un plan, et absolument aucun intérêt à rivaliser pour quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Je pensais qu'au moins tu serais contrarié, a-t-elle dit doucement. Je suis contrarié. Je suis contrarié que 4 ans de mariage ait si peu signifié que tu puisses me remplacer en 2 mois. Je suis contrarié que tu aies si peu d'estime pour moi que tu aies planifié cette stratégie de sortie comme si tu changeais de travail. Mais surtout, je suis simplement déçu par ton jugement. Liam ressemble à un concentré de signaux d'alarme, et tu vas le découvrir à tes dépens. Tu ne le connais même pas. Je sais que c'est un entrepreneur sans entreprise que je puisse trouver en ligne, qui a eu le temps de courtiser une femme mariée pendant 2 mois, et qui t'a convaincu que la sécurité financière est ennuyeuse. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle a attrapé les poignets de sa valise.
tu vas regretter d'être aussi froid quand tu seras seul. Peut-être, mais j'en doute. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte pour elle. Je t'enverrai un texto quand je connaîtrai la date du déménagement. Tu pourras te coordonner avec moi à ce moment-là pour récupérer tout ce que tu veux d'autre. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée, s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé un jour. Je sais que tu m'as aimé jusqu'à ce que quelqu'un de plus excitant se présente. C'est ça le problème, Jess. L'amour qui est conditionnel à un divertissement constant n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste de la gestion de l'ennui. Elle est partie. J'ai entendu le claquement de ses talons dans le couloir vers l'ascenseur. J'ai entendu le ding de l'ascenseur qui arrivait. J'ai entendu les portes se fermer, puis le silence. J'ai fermé la porte, les verrouillé, je suis retourné sur le canapé et je me suis assis. L'appartement semblait déjà différent. Plus léger, en quelque sorte, comme si quelqu'un avait appuyé sur ma poitrine pendant des mois et venait soudainement de lâcher prise. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Un texto de Jessica. Je suis chez Liam. Je t'enverrai une liste des choses que je veux de l'appartement. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. Le lendemain matin, jeudi, j'ai pris toute ma journée de congé. J'ai envoyé un email à mon patron à 7 heures. Urgence familiale. Je prends un jour de congé personnel. Il a répondu immédiatement. Pas de problème. Prends soin de toi. J'avais un rendez-vous chez Wilson & Associates au centre-ville à 9 heures. Je les avais appelés la veille, juste après le départ de Jessica, et ils m'avaient trouvé une place pour la première heure. Le cabinet d'avocats occupait le 14e étage d'un immeuble de verre sur Market Avenue. Hall d'entrée moderne, art abstrait sur les murs, une réceptionniste qui avait l'air d'avoir vu passer toutes sortes de désastres personnels par cette porte. Brian Mitchell, lui ai-je dit, j'ai rendez-vous à 9 heures avec James Wilson. Il sera avec vous tout de suite. Puis-je vous offrir un café ou de l'eau? De l'eau serait parfait. Elle m'a tendu une bouteille d'eau importée, qui coûtait probablement plus cher que le Starbucks quotidien de Jessica. Je me suis assis dans l'un des fauteuils en cuir et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, un homme d'une cinquantaine d'années est sorti. Costume cher, cheveux argentés parfaitement coiffés. Brian, James Wilson. Entrée. Son bureau avait une vue sur le centre-ville de Minneapolis. Bureau massif, bibliothèques intégrées pleines de textes juridiques, diplômes encadrés de la faculté de droit du Michigan sur le mur. Il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en face de son bureau. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Divorce. Ma femme m'a quitté hier pour quelqu'un d'autre. Je veux déposer la demande immédiatement. Il a sorti un bloc-notes juridique et a cliqué sur son stylo. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Pas d'enfants. Pas de biens immobiliers partagés, sauf des meubles et une voiture chacun. Nous avons un compte d'épargne joint avec $12 000 dessus. Et nous louons un appartement ensemble. Le bail doit être renouvelé dans 5 semaines. A-t-elle exprimé sa volonté de divorcer? Elle a fait ses valises et a emménagé avec son nouveau petit ami hier. Je ne pense pas que j'aurai à la convaincre. Wilson a pris des notes. Des entreprises, des comptes de retraite? J'ai un 401K par mon travail, environ $48 000. Il est à mon nom seul. J'y cotise depuis avant notre rencontre. Elle en a un par son travail aussi. Peut-être 15 000. Son poste en marketing n'a pas des contributions aussi avantageuses que ma compagnie d'assurance. Nous devrons en parler dans le règlement, mais comme ce sont des comptes séparés et que vous êtes mariés depuis moins de 5 ans, ça devrait être simple. Il a levé les yeux. Des dettes communes? Non. Elle a environ $8 000 de dettes de carte de crédit à son nom seul. Je n'en ai aucune. Nous partagions les factures communes à parts égales quand nous étions ensemble, mais tout a été payé à jour. C'est en fait l'un des cas les plus simples que j'ai vus récemment. Pas d'enfants, des actifs limités, un mariage court, elle est déjà partie. Il a sorti un formulaire. Le Minnesota exige une période d'attente de 30 jours entre le dépôt de la demande et la finalisation. Je peux faire rédiger les documents en quelques heures. Si vous pouvez revenir cet après-midi vers 14 heures, vous signerez tout.
Je déposerai la demande immédiatement et nous la lui ferons signifier au début de la semaine prochaine. Si elle ne conteste rien, vous serez officiellement divorcé à la mi-octobre. Quel est le coût? 2400 $ pour un divorce non contesté de cette simplicité. Cela inclut tous les frais de dépôt, la préparation des documents et la signification des actes. Si elle conteste ou si ça se complique, mon tarif horaire est de 350 $, mais je ne pense pas que ce sera le cas. J'ai sorti mon chéquier, mon compte personnel, celui auquel Jessica ne contribuait jamais parce qu'elle était toujours en train de rattraper ses paiements de carte de crédit du mois de shopping précédent. Je vous fais un chèque maintenant. Il a légèrement haussé les sourcils. La plupart des gens avaient probablement besoin d'échéanciers de paiement pour un divorce. Ça me va. Je vais demander à mon assistant juridique de préparer les documents. Revenez à 14 h cet après-midi. Nous passerons tout en revue. Vous signerez et je déposerai la demande avant la fin de la journée. J'ai rédigé le chèque, je l'ai déchiré et je le lui ai tendu. 2400 $. Jessica avait dépensé plus que ça pour un week-end à Chicago avec ses amis le printemps dernier, en séjournant dans un hôtel de charme et en allant dans 3 restaurants chics en 2 jours. Une dernière chose, a dit Wilson, vous avez mentionné qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre. Voulez-vous invoquer une quelconque plainte pour infidélité? Le Minnesota a techniquement encore ça dans ses lois, bien que ça affecte rarement les résultats. Non, je veux juste que ce soit fait, propre, rapide, sans drame. Intelligent. Il s'est levé et m'a tendu la main. À 14 h. J'ai quitté le bureau et j'ai tué le temps dans un café en consultant des annonces d'appartements en ligne. À 14 h précises, j'étais de retour. J'ai signé chaque page que Wilson a mise devant moi. Il a déposé les documents par voie électronique pendant que j'attendais. À 14 h 30, j'étais officiellement en procédure de divorce. Le lendemain, vendredi, j'ai visité 5 appartements. J'ai trouvé un T2 dans le North Slope, à 12 minutes de mon bureau au lieu de 40. Le loyer était de 1400 $ par mois pour un endroit qui était en fait plus agréable que ce pourquoi nous payions 1850 $. Parquet, lave-linge sèche-linge dans l'unité, accès à la salle de sport, terrasse sur le toit avec vue sur la ville. J'ai signé le bail immédiatement, payé le premier mois et la caution. Date d'emménagement le 1er octobre, dans un peu plus de 2 semaines. Samedi, j'ai commencé à faire les cartons. J'ai fait un inventaire détaillé de tout pour la division des biens. J'ai laissé sa messagerie ouverte à des fins légales uniquement, car nous devions coordonner le partage final des biens. J'ai commandé de nouveaux meubles pour le nouvel appartement. Simple, masculin, pour moins de 3000 $ au total. Le calcul devenait de plus en plus avantageux. Sans les 600 $ par mois de Jessica pour des cours de fitness que je n'utiliserai jamais, les 400 $ par mois pour des brunchs avec des amis qui parlaient de la façon dont leur mari était ennuyeux pendant que j'étais là à financer la conversation, et les 1200 $ par mois pour des vêtements qu'elle ne porterait qu'une fois, je me retrouvais avec 26 400 $ de plus par an. Les frais de divorce semblaient soudain une bonne affaire. Lundi matin, l'huissier de justice a remis les papiers à Jessica à son travail. Lundi après-midi, elle les avait signés. Aucune hésitation, aucune seconde pensée, aucune demande de changement. Juste sa signature et un commentaire à l'huissier sur le fait que nous étions matures à ce sujet. J'ai appelé notre propriétaire mardi matin. Je résilie le bail plus tôt. Oui, je paierai la pénalité. Quand puis-je être parti? La pénalité était de 1800 $. Avec mon nouveau budget, je la récupérerai en moins d'un mois. Perdre ma femme était littéralement la décision la plus rentable que j'avais prise depuis des années. Je l'ai bloquée systématiquement au cours des jours suivants. Téléphone, Instagram, Facebook, LinkedIn, Venmo, même Snapchat. Pas par colère, mais par pragmatisme. Quelles que soient les conséquences de ces choix, c'était à elle de les gérer. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour, les explications ou les excuses. Le 1er octobre est arrivé. Des déménageurs professionnels que j'avais engagés se sont occupés de tout pour 100 $, chaque centime en valait la peine. Les nouveaux meubles ont été livrés le même jour. Le soir, j'étais déballé et installé dans mon nouvel appartement au 14e étage avec des baies vitrées donnant sur la ville. Pas d'adresse de réexpédition laissée à l'ancien immeuble. Boîte aux lettres mise à jour avec la nouvelle adresse. Ma nouvelle routine était simple. Debout à 6 h,
café à la maison au lieu de Starbucks. $40 économisés par semaine. 12 minutes de trajet au lieu de 40 à me battre dans les embouteillages pour accommoder la préférence de Jessica de vivre près du lac. Déjeuner à mon bureau ou essayer de nouveaux endroits près du bureau. À la maison à 17h15. Salle de sport dans l'immeuble. Dîner, lecture, coucher tôt. Pas de drame. Pas de marche sur des œufs. Pas de plainte constante sur le fait que je n'étais pas assez spontané. Le silence était incroyable. Pas de télé-réalité en fond sonore. Pas d'appel à sa mère pour discuter de chaque détail de notre relation. Pas de commentaires sur ce que les voisins faisaient de mal. Juste la paix. Mardi 3 octobre, un numéro inconnu a appelé. J'ai répondu avant de réaliser qu'il n'était pas enregistré dans mes contacts. Brian, s'il te plaît, ne raccroche pas. La voix de Jessica. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro. Mercredi, elle m'a envoyé un email. Objet, on peut parler? Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne sur son besoin de tourner la page. Jeudi, un autre numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle était en colère et qu'elle avait besoin d'expliquer ce qui se passait. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. Vendredi, mon collègue Paul a mentionné que Jessica était passée à notre immeuble de bureau, qu'elle avait demandé à la sécurité d'appeler mon étage. La sécurité m'a appelé. Je leur ai dit que j'étais en réunion. Paul avait l'air inquiet. Elle avait l'air vraiment contrariée. Mec, tout va bien? Tout va bien. Elle est contrariée par les conséquences, pas par moi. 4 tentatives de contact en 4 jours. Le schéma était prévisible. Les premiers jours après son départ, elle a signé les papiers sans hésitation, probablement euphorique de sa nouvelle vie excitante. Les 2 premières semaines, silence radio pendant qu'elle profitait de l'aventure. 3e semaine, la réalité s'installe. 4e semaine, le désespoir, pile comme prévu pour quelqu'un qui a pris une décision impulsive et qui commence à en mesurer le coût. Vendredi soir, j'ai croisé Melissa, une amie de Jessica, dans un café près de mon nouvel appartement. Elle a semblé surprise de me voir dans le North Slope. Tu as déménagé ici? Joli quartier. Ouais, j'ai trouvé un endroit ici. Un nouveau départ. Elle avait l'air mal à l'aise. Tu as parlé à Jess? Non. Le divorce est final dans environ 1 semaine et demie. Rien à dire. Elle a un peu de mal avec la transition. C'est regrettable. Melissa a cligné des yeux. C'est tout. C'est tout ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Nous sommes 2 adultes. Samedi, j'étais à la salle de sport de l'immeuble quand ma voisine d'en face a entamé la conversation. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait dans la technologie. Elle a mentionné qu'elle m'avait vu emménager. Elle m'a demandé si j'aimais l'immeuble. Nous avons parlé de Minneapolis, du quartier, des commodités de l'immeuble. Conversation naturelle, facile, sans tension, juste 2 personnes qui sympathisent. Avant de partir, elle a mentionné qu'elle devait accrocher des tableaux mais n'avait pas de mètre-ruban. Je lui ai dit que j'en avais un à lui prêter. Je lui ai dit de passer quand elle voulait. Lundi, mon ami d'université Tom a appelé de Chicago. Et, question bizarre. Toi et Jess, vous vous êtes séparés? Ouais, il y a quelques semaines. Comment tu l'as su? Elle a demandé à me suivre sur Instagram. On ne s'est jamais suivi. J'ai trouvé ça bizarre. Elle cherche des informations. Je l'ai bloquée partout. Tu veux que je refuse? Fais ce que tu veux. Ne lui dis rien sur moi. Mardi, Paul a mentionné qu'il avait vu Jessica dans un bar du centre-ville. Elle était avec un gars, mais mec, elle avait l'air mal en point. Pas elle-même. D'habitude, elle est super apprêtée. Définis un mal en point. Genre fatigué, stressé, et le gars avec qui elle était avait l'air un peu louche. T'as pas accent grave-l'œil, mais il en faisait trop, parlait fort de crypto, payait des verres qu'il semblait ne pas pouvoir se permettre. C'est Liam, le gars pour qui elle m'a quitté. Le visage de Paul a changé. Oh, mec. Ouais, il avait cette vibe.
Moins d'un mois et elle avait déjà l'air mal en point. Le gars que Paul a décrit était exactement ce que j'imaginais. Beaucoup de tape à accent grave l'œil, mais aucune substance. Jessica avait échangé un revenu stable et la sécurité financière contre quelqu'un qui payait des verres pour impressionner des inconnus et parlait de combines de crypto-monnaies. Les calculs ne tombaient plus justes pour elle. 14 octobre, vendredi après-midi, mon avocat m'a envoyé un email. Divorce prononcé par le tribunal à 15h47. 4 ans de mariage, 30 jours pour y mettre fin. Le tout a coûté moins que ce que Jessica avait dépensé pour un week-end à Chicago avec ses amis le printemps dernier. Ce soir-là, je me suis offert un dîner chez Bureau, un bon steakhouse du North Slope. Je me suis assis au bar, j'ai commandé un faux filet et un bourbon, j'ai regardé les playoffs de baseball à la télé, j'ai laissé un bon pourboire, je suis rentré chez moi en me sentant léger. Pas de célébration, pas de drame, juste une satisfaction tranquille. La semaine suivante, les tentatives de contact se sont intensifiées. Lundi, 3 numéros inconnus ont appelé. Je n'ai répondu à aucun. Mardi, un autre email de Jessica. Objet, s'il te plaît. Le corps du message commençait par « Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne mérite pas de réponse, mais j'ai vraiment besoin de te parler. » J'ai répondu par 6 mots. C'est comme ça que le regret commence habituellement. Puis j'ai marqué son email comme spam. Mercredi, elle s'est présentée à mon immeuble de bureau, m'a attrapé dans le hall avant que la sécurité ne puisse l'intercepter. Brian, s'il te plaît. J'ai juste besoin de parler. J'ai continué à marcher vers l'ascenseur. Je n'ai rien à te dire. Nous sommes divorcés. Tu as fait ton choix. Arrête de me contacter. Tu ne comprends pas, Liam. Je me fiche de Liam. Je me fiche de ta situation. Tu voulais de l'excitant, tu as eu de l'excitant. Maintenant, laisse-moi retourner travailler. J'ai prévenu la sécurité de l'immeuble de ne plus lui permettre l'accès. Jeudi, Tom a texté. Jess m'a envoyé un message sur Instagram pour demander ton adresse. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Vendredi, Melissa a appelé ma ligne professionnelle. J'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai répondu. Brian, je sais que tu ne veux pas avoir de nouvelles de Jess, mais elle a de vrais problèmes. Quel genre de problèmes? Des problèmes financiers. Ce gars avec qui elle était, il l'a pratiquement escroqué, a pris son argent, a disparu. Et tu m'appelles parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas payer son loyer. Stop. Laisse-moi être clair. Jessica m'a quitté pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle a signé les papiers du divorce en quelques jours sans une seconde pensée. Elle a fait des choix d'adulte et maintenant elle fait face à des conséquences d'adulte. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est froid, Brian. Non, ça s'appelle des limites. Je ne suis pas responsable de la résolution des problèmes qu'elle a créés. Au revoir, Melissa. Le schéma était classique. Décision impulsive prise dans l'excitation. La réalité frappe quand l'excitation s'estompe. Le désespoir s'installe quand les conséquences arrivent. Puis s'attendre à ce que la personne responsable nettoie le désordre. Ça n'arrivera pas. Samedi, Paul a texté. Mec, j'ai entendu un truc sur ton ex. Tu veux savoir ou pas? Ça dépend. Est-ce que c'est vraiment pertinent ou juste un potin? Peut-être pertinent. Tu te souviens du gars que j'ai vu avec elle au bar? Il s'avère qu'il a monté cette arnaque avec plusieurs femmes. L'ami de ma copine travaille avec quelqu'un qui est sorti avec lui aussi. Exactement le même schéma. Il prétend être un entrepreneur, demande de l'argent pour investir, puis disparaît. Apparemment, il y a tout un groupe de femmes qui comparent leurs notes. Combien de femmes? Au moins 5 qu'elles connaissent. Il pourrait y en avoir plus. J'ai cherché Liam Brox sur les réseaux sociaux. Compte Instagram supprimé. Page Facebook disparue. Profil LinkedIn manquant. Le mode opératoire d'un escroc professionnel. Créer un personnage attrayant, cibler des femmes avec de l'argent, extraire des fonds sous prétexte d'une opportunité d'investissement, disparaître et recommencer. Jessica ne m'avait pas seulement échangé contre de l'excitation. Elle avait troqué la stabilité contre un prédateur. Dimanche soir, Claire a frappé à ma porte.
Elle m'a rendu un mètre ruban qu'elle avait emprunté. Nous avons discuté brièvement. Et, question au hasard. Tu veux essayer cette nouvelle pizzeria qui a ouvert? J'ai envie de l'essayer mais je déteste manger seul. Bien sûr. Quand? Ce soir? Vers 19h. Oui, ça marche. Nous sommes allés à la pizzeria sur Washington Avenue. Dîner décontracté et amical. Nous avons parlé du travail, de Minneapolis, de la vie en général. Claire a mentionné que son divorce l'année dernière avait été difficile mais nécessaire. J'ai mentionné que le mien venait d'être finalisé. Pas de pression, pas d'attente, juste deux personnes qui apprécient un dîner. Nous avons partagé l'addition, sommes retournés à l'immeuble ensemble. Merci d'être venu. C'était sympa. Oui, ça l'était. Faisons ça à nouveau un de ces jours. La différence était remarquable. Avec Jessica, chaque dîner était une performance. Où aller, quoi commander, comment ça rendait sur Instagram. Avec Claire, c'était juste facile, comme parler à quelqu'un qui n'avait pas besoin que je sois autre chose que moi-même. Mercredi 25 octobre. Je suis rentré du travail vers 18h. Jessica était assise dans le hall de l'immeuble. Elle attendait manifestement, parlant à Terry, le portier, qui avait l'air mal à l'aise. Je suis entré, je l'ai vu, j'ai envisagé de partir, mais j'ai décidé de gérer ça directement. C'est bon, Terry. Je vais lui parler pendant 5 minutes. Dehors. Nous sommes sortis devant l'entrée de l'immeuble. Jessica avait l'air terrible par rapport à il y a un mois. Cheveux non coiffés, maquillage minimal, vêtements de chez Target au lieu de boutique. Elle avait perdu du poids, du genre stress, pas du genre sain. Des cernes sous les yeux. Merci de me parler. Je sais que tu ne veux pas. Tu as 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'aide. Liam a tout pris. Mes économies, l'argent que j'ai emprunté à mes parents, même l'argent que j'ai mis sur des cartes de crédit. Il a dit que c'était pour un investissement dans son entreprise. Et laisse-moi deviner, il n'y avait pas vraiment d'entreprise. Ses réseaux sociaux ont disparu. Son numéro de téléphone ne fonctionne plus. Je ne le trouve nulle part. Brian, je n'ai rien. Je ne peux pas payer mon loyer. Je suis au maximum de mes cartes de crédit. Je ne sais pas quoi faire. Dépose une plainte pour fraude à la police. Je l'ai fait. Ils ont dit que c'était une affaire civile parce que je lui ai donné l'argent volontairement. Alors engage un avocat et poursuis-le. Avec quel argent? Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais nous avons été mariés pendant 4 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose. Jusqu'au moment où tu as fait tes valises et où tu m'as dit que j'étais trop prudent pour ta nouvelle vie excitante. Puis tu as signé les papiers du divorce en quelques jours sans hésitation. Qu'est-ce que tu penses que je te dois, exactement? Je ne te demande pas de me reprendre. Je demande juste de l'aide pour me remettre sur pied. Peut-être un prêt. Je te rembourserai. Non. Brian, s'il te plaît. Non. Tu as fait un choix. Tu as choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Tu as choisi un escroc plutôt que quelqu'un qui ne t'aurait jamais laissé ça arriver. Tu as choisi le drame plutôt que la sécurité. C'était tes choix. Les conséquences sont les tiennes aussi. Tu ne peux pas simplement me tourner le dos comme ça. Je ne te tourne pas le dos. Je maintiens la limite que tu as créée quand tu es parti. Tu voulais sortir, tu es dehors. Ça veut dire que je ne te sauve plus. Elle a commencé à pleurer. Terry est sorti. Tout va bien, monsieur Mitchell? Oui. Merci, Terry. Madame Anderson était sur le point de partir. C'est toujours Mitchell. Nous étions mariés. Était, au passé. Et tu voudras le changer pour Anderson de toute façon. Plus facile de reconstruire son crédit sous son nom de jeune fille. Elle m'a fixé, choqué par le conseil pratique au milieu de la tourmente émotionnelle. Je rentre maintenant. Ne reviens pas ici. Si tu le fais, je demanderai une ordonnance restrictive. Pas parce que j'ai peur de toi,
mais parce que le harcèlement est illégal et que j'en ai fini avec cette conversation. Je suis rentré. Par la fenêtre du hall, je l'ai regardé finir par s'éloigner. Terry l'a ajouté à la liste des personnes non autorisées à entrer. Je suis monté à mon appartement, je me suis versé un verre, j'ai commandé de la nourriture thaïlandaise. Elle s'attendait à de la sympathie, peut-être même à ce que je cède et que je lui offre de l'aide. Ce qu'elle a eu, c'est exactement ce qu'elle avait demandé en partant, une rupture nette. Elle n'aimait simplement pas à quoi ressemblait une rupture nette quand elle était du mauvais côté. Le lendemain matin, 7h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Est-ce que je parle à Brian Mitchell? Qui demande? Ici l'inspecteur Sarah Walsh du service de police de Minneapolis. Je vous appelle au sujet d'une plainte déposée par Jessica Anderson concernant Liam Brooks. Je suis divorcé de Jessica. Cela ne me concerne pas. Je comprends. Mais Madame Anderson a indiqué que vous pourriez avoir des informations pertinentes pour notre enquête. Quelle enquête? Elle m'a dit hier que la police avait dit que c'était une affaire civile. C'était des agents de patrouille. Nous avons depuis appris que Monsieur Brooks est suspect dans plusieurs affaires de fraude. Votre ex-femme est l'une des 7 femmes qui ont déposé plainte au cours des 6 derniers mois. 7 femmes. 7 personnes escroquées exactement comme Jessica. Même des informations sur la chronologie et ce que vous saviez pourraient être utiles. Seriez-vous prêt à venir faire une déposition? J'ai réfléchi. C'était la complication que je ne voulais pas. Être entraîné à nouveau dans le drame de Jessica par le biais d'une affaire judiciaire. Le plus intelligent était de rester complètement à l'écart. Mais cette femme. Si j'avais été escroqué, je voudrais que les gens coopèrent avec la police. Quelles sont les chances que vous l'attrapiez vraiment? Entre vous et moi? Assez bonne. Il est négligent. Il a laissé des traces. Mais nous avons besoin des dépositions des victimes pour monter le dossier. Est-ce que cela va m'entraîner dans des audiences au tribunal et des dépositions? Possiblement, si l'affaire va en procès, mais vous ne seriez qu'un témoin concernant la chronologie. Je vais y réfléchir. Donnez-moi votre numéro. Je l'ai rappelé à midi. Je ferai une déposition, mais je le fais pour votre enquête, pas pour Jessica. Gardez-nous séparés. Je ne veux pas me coordonner avec elle ou la voir au poste. Compris. Pouvez-vous venir demain à 14h? Vendredi 27 octobre. Je suis arrivé au bâtiment du comté de Hennepin à 14h. J'ai apporté mon téléphone, mes dossiers, la chronologie du départ de Jessica, les dates. L'inspecteur Walsh m'a interrogé dans une salle privée. Je lui ai tout dit. Quand Jessica est partie, ce qu'elle a dit sur Liam, que je ne l'ai jamais rencontré personnellement, les habitudes de dépenses de Jessica que j'avais remarquées, mon inquiétude qu'elle soit financièrement irresponsable, la rapidité de sa décision de partir, ses tentatives désespérées de me contacter après la confrontation de mercredi où elle a révélé l'arnaque. Est-ce que Madame Anderson a déjà mentionné des montants spécifiques que Monsieur Brooks a demandé? Il y a 2 nuits, elle a dit ses économies, l'argent de ses parents et des avances de fonds sur carte de crédit. Je ne connais pas les chiffres exacts. Quand nous nous sommes séparés, notre épargne commune était de $12 000 et nous l'avons partagée à parts égales. Donc, elle est partie avec $6 000 plus ce qu'il y avait sur son compte personnel. C'est utile. Une dernière question. Éprouvez-vous une quelconque rancune envers Madame Anderson? Non, j'éprouve de la déception qu'une personne avec qui j'ai été marié ait fait preuve d'un si mauvais jugement, mais je ne lui souhaite aucun mal. Je ne veux simplement pas être impliqué dans ses problèmes. C'est juste. Vous pourriez être appelé si l'affaire va en procès. Après la déposition, j'ai quitté le poste en me sentant étrange d'aider Jessica indirectement. Mais il ne s'agissait pas de Jessica. Il s'agissait d'arrêter quelqu'un qui avait fait ça à cette autre personne et qui continuerait à le faire à d'autres. Ce soir-là, Claire a texté, « Et, tu veux prendre un verre ce soir? Je fête ça. J'ai eu une promotion. » Nous sommes allés au Parlor Bar dans le Warehouse District, un bar à cocktail haut de gamme. Nous nous sommes habillés plus chic cette fois. La conversation coulait facilement. Claire a parlé de sa promotion au poste de développeur senior. J'ai mentionné ma semaine étrange à aider la police, mais je ne suis pas entré dans les détails sur Jessica. Claire a respecté cette limite.
Nous sommes restés jusqu'à 23 heures, sommes retournés vers notre immeuble, avons fait une pause devant l'entrée. J'apprécie vraiment d'apprendre à te connaître. Moi aussi. C'est simple. J'aime ça. La simplicité est sous-estimée. Il s'avère que l'être trop prudent aussi. Elle a ri. Trop prudent? Qui t'a appelé comme ça? Mon ex-femme. Juste avant de me quitter pour quelqu'un d'excitant qui s'est avéré être un escroc. Eh bien, je préfère la sécurité à l'excitation n'importe quand. La sécurité, ça veut dire quelqu'un qui est présent, qui tient ses promesses et qui ne crée pas de drame inutile. C'est exactement ce que ça veut dire. Nous nous sommes embrassés pour nous dire bonne nuit. Simple, parfait. La différence entre Jessica et Claire était le jour et la nuit. Jessica voulait des feux d'artifice et du chaos. Claire voulait de la constance et un partenariat. Jessica pensait que l'ennui était un manque. Claire pensait que l'ennui signifiait la stabilité. J'avais passé 4 ans avec quelqu'un qui ne pouvait pas voir ma valeur. Je n'allais pas refaire cette erreur. Environ 2 semaines plus tard, le 8 novembre, l'inspecteur Walsh a appelé. Brian, ici l'inspecteur Walsh. Je voulais vous tenir au courant. Nous avons arrêté Liam Brock ce matin. C'était rapide. Comme je l'ai dit, il était négligent. Il a laissé une trace numérique d'1 kilomètre de long. Il a monté cette arnaque dans 3 États. Nous envisageons des accusations de fraude, d'usurpation d'identité et de vol par tromperie. Bien. J'espère que ça tiendra. Le procureur veut que les 7 victimes envisagent de témoigner. Je leur ai dit que je demanderais. Si Anderson vous contactait pour avoir votre avis, que diriez-vous? Pourquoi me contacterait-elle? Parce que selon sa 2e entrevue, vous êtes la seule personne en qui elle a confiance pour lui donner des conseils honnêtes sans jugement. J'ai fait une pause. C'est ironique. Je le pense aussi. Mais elle a spécifiquement dit, Brian m'a toujours dit la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. Si elle me le demande, ce dont je doute, je lui dirai de témoigner. Pas pour tourner la page ou par vengeance, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour l'empêcher de recommencer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre physique, postée à mon adresse, de Jessica Anderson. Elle avait déjà repris son nom. Pas d'adresse de retour. J'ai envisagé de la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Elle n'attendait ni pardon ni réponse. Elle comprenait pourquoi j'avais coupé le contact. Elle allait témoigner contre Liam. L'inspecteur Walsh lui avait dit que j'avais fait une déposition, que c'était moi qui lui avais fait réaliser qu'elle devait coopérer avec la police. Elle était retournée vivre chez ses parents à Saint Cloud, à 1 heure de Minneapolis. Elle suivait une thérapie pour gérer ses décisions impulsives. Elle ne demandait rien. Elle voulait juste que je sache que mon message, c'est comme ça que le regret commence habituellement, avait été l'électrochoc dont elle avait besoin. Elle comprenait enfin ce que je voulais dire par être trop prudent. Cela signifiait être assez intelligent pour ne pas parier sa vie sur des inconnus. Elle était désolée pour tout. Elle espérait que j'étais heureux. Dernière ligne, tu méritais mieux que moi. J'espère que tu l'as trouvé. J'ai lu la lettre 2 fois. Une partie de moi voulait se sentir vengée, la partie, je te l'avais bien dit, mais surtout, je me sentais juste triste pour elle. Pas assez triste pour répondre ou reprendre contact, juste triste qu'il lui ait fallu tout perdre pour comprendre ce qu'elle avait eu. Au moment où vous apprenez la valeur de la stabilité, vous l'avez généralement déjà détruite. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Le 1er décembre, vendredi soir, Claire préparait le dîner chez moi. Nous sortions ensemble depuis 6 semaines maintenant. À l'aise l'un avec l'autre. Un partenariat facile qui se développait. Pendant le dîner, elle a demandé, « Je peux te poser une question sur ton ex ?» Bien sûr. Penses-tu que tu lui pardonneras un jour? J'ai réfléchi. Je ne pense pas que le pardon soit le bon cadre. Je ne suis pas en colère contre elle. Je n'ai juste pas de place dans ma vie pour les gens qui prennent des décisions aussi négligemment. Ce n'est pas une méchante. C'est juste quelqu'un qui a appris une leçon coûteuse. C'est une façon mature de voir les choses. Mature ou juste fatiguée de porter le drame des autres? Peut-être les deux. Nous avons parlé des vacances qui approchaient.
La famille de Claire était à Minneapolis. La mienne à Milwaukee. Nous avons prévu de fêter le nouvel an ensemble. Il y a 3 mois, j'étais marié à quelqu'un qui pensait que j'étais trop ennuyeux pour être aimé. Maintenant, je sortais avec quelqu'un qui appréciait exactement qui j'étais. Il y a 3 mois, je payais pour le style de vie impulsif de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais des économies qui grossissaient et un avenir que je construisais pour moi-même. Le 15 décembre, j'ai reçu un email de l'inspecteur Walsh. Liam Brooks a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude. La sentence est prévue pour février. Le témoignage de Jessica faisait partie du dossier. Affaire classée. J'ai transféré l'email à l'ancienne adresse email de Jessica. Objet, pour info, c'est fini. Corps du message, j'ai pensé que tu voudrais savoir. J'espère que tu vas bien. B, je n'attendais pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, Claire est restée dormir. Une habitude maintenant. Nous avons regardé un film sur mon canapé, commandé de la nourriture thaïlandaise, parlé des plans pour le nouvel an, nous nous sommes endormis ensemble. Jessica avait voulu de l'excitation. Elle l'a eue, mais pas celle à laquelle elle s'attendait. La véritable ironie, c'est qu'elle m'avait traité de trop prudent. Mais la prudence était exactement ce dont elle avait besoin et qu'elle ne pouvait pas voir. Au moment où elle l'a compris, j'étais passé à quelqu'un qui appréciait la sécurité, la stabilité et le partenariat. Quelqu'un qui comprenait qu'ennuyeux n'était pas une insulte. C'était une fondation. Et c'est sur des fondations qu'on construit une vie. Le tournant inattendu n'était pas que Jessica se soit effondrée. C'était prévisible. Le tournant inattendu, c'est que son effondrement n'avait rien à voir avec mon ascension. Je n'ai pas réussi parce qu'elle a échoué. J'ai réussi parce que j'ai choisi de réussir sans elle. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer, trop prudent, d'une insulte au meilleur compliment que j'ai jamais reçu. Chers auditeurs, c'est la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À la prochaine fois.